Bonjour, bonsoir les loups et loulous gris, parce que vous savez toujours combien de nuances il y a dans le gris, bande de petits coquins. Et bienvenue dans l'émission Prof de droite, l'émission qui distribue des uppercuts éducatifs avec élégance et bienveillance adroitement mesurés. Les pains sains distribués lors de ce podcast feront valser en 2 mouvements 3 temps, bien des protège-dents des bords de Seine jusqu'au sommet des Alpes, jusqu'au bord de l'océan Atlantique dans le creux des vagues bretonnes les plus fraîches, les vagues basques les plus hautes, jusque dans les pâturages pyrénéens, jusque dans les assiettes grasses et juteuses de nos régions, et tout ceci enfin en passant par la plus belle région du monde, l'Alsace. Cette émission est disponible sur YouTube, Deezer et Spotify. Nous promouvons ici, nous nous battons ici même pour retrouver une société disposant d'un corps sain dans un esprit sain, au service d'une jeunesse harmonieuse et équilibrée, et ce pour une nation éduquée et bien éduquée, capable de maintenir. Je m'astreins avec vous à une discipline de transmission non seulement à mes élèves, de par mon métier hors antenne, mais à vous également. Je m'excuse pour les gens qui, comme moi, sont profondément misophones et ne supportent pas les bruits de bouche. Et oui, voilà déjà un premier mot que vous pouvez apprendre aujourd'hui. Ici, nous luttons en anonyme, ce qui est assumé et obligé malheureusement, avant tout contre tous ceux qui souhaiteraient emplissent déjà les cerveaux de nos enfants et adolescents, visage selon moi de la souffrance de notre pays, de valeurs terribles, antinaturelles, ce qui a un nom manipulation d'esprit en cours de formation dont nous, enseignants, avons la charge, ou bien plus court, plus clair, plus tranchant, pédocriminalité, c'est assumé également, destruction de cerveau, d'esprit, manipulable par essence, voire par définition, ce qui est absolument impardonnable. Ici, nous ne cédons pas aux pseudo-dictates moraux récents aux conséquences catastrophiques sur notre jeunesse, et on montre plutôt la voie séculaire, ardue mais ô combien gratifiante. Rappelons qu'une nation qui traite aussi mal sa jeunesse, et reprenons les 3 exemples que je donne à chaque fois, la baisse des moyens alloués à l'éducation, le recrutement minable des enseignants, et enfin la formation minable également des enseignants. Comment souhaitez-vous avoir une jeunesse saine, bien éduquée et prête à affronter son avenir? Et oui, j'ai dit affronter. Retrouvons ensemble un peu de sérénité dans le débat, car là aussi, toute nation divisée contre elle-même sera réduite en désert. L'impossibilité de débattre ici est affolante, affligeante, gravissime. Nous poursuivons et poursuivrons sans cesse le but ultime de vaincre le nihilisme ambiant, notre principal adversaire. Promotion du goût de l'effort, du travail, défense de la beauté de notre pays, adoption d'une mentalité positive sortie de la torpeur, négativité, pensée unique, passage à l'action. Voilà les mots-clés de cette émission. En ces temps troublés s'il en est, il nous faut absolument prendre le taureau par les cornes, être capable et en mesure d'aller au combat, qu'il soit intellectuel ou physique, et ou physique même, c'est bien mieux, et d'aller au combat, donc avec pour seule différence notable avec nos adversaires le fait de ne pas les haïr. Ils sont, comme je le disais dans les derniers épisodes, tout à fait haïssables, et leur folie est haïssable en premier lieu. Leurs péchés sont nombreux, leur aveuglement est impressionnant, mais nous ne devons en aucun cas haïr leur personne. Nous devons même les aimer sincèrement, même lorsque c'est particulièrement difficile, voire surtout lorsque c'est particulièrement difficile, car, contrairement à eux, nous devons garder foi, amour et espérance, ceci pour peut-être leur conversion un jour, c'est notre espoir. Et non, je n'annonce plus les plans, nous attaquons directement. Première partie donc, défendre les valeurs, vertus, le goût de l'effort à l'école, dans une perspective chrétienne dans des écoles désespérément, tristement
laïque, est-ce possible ? Première constatation issue des recherches, puisque nous faisons des recherches, n'est-ce pas ? Que peut apporter l'école en matière de valeurs, de vertus et de goût de l'effort ? Les programmes explicites de Character Education, soit l'enseignement du caractère et des vertus, ont un effet positif, modeste peut-être, mais constant. Tout comme le sport, on progresse lentement mais sûrement sur les comportements de nos élèves et nous allons en présenter les résultats des méta-analyses, c'est-à-dire des analyses de centaines d'autres analyses, mais les mettant en lien et les mettant ensemble pour avoir des statistiques sur de nombreuses études, recense plusieurs justement centaines d'études et trouve un effet moyen positif avec une taille d'effet petite à modérée, mais encore une fois, tout comme doit l'être la progression sportive, mieux vaut progresser lentement mais sur le temps long que progresser d'un coup et ne plus jamais progresser. Des programmes de formation au caractère, donc sur les comportements prosociaux, ou l'on pourrait dire métasociaux, au-dessus du caractère social, justement, la réussite scolaire et l'attitude des élèves. Les méthodes qui marchent le mieux sont celles qui sont intégrées sur le temps long à la vie de l'école, multicomposantes et répétées, là encore, longtemps plutôt que ponctuelles. Le goût de l'effort est modélisable en anglais, en américain, puisqu'ils sont très forts là-dessus, n'est-ce pas ? On appelle cela le mindset, ou l'éloge de l'effort chez nous autres amateurs de fromage, et pratiques enseignantes influencent la persévérance. La littérature sur le growth mindset, riche donc aux États-Unis et très pauvre malheureusement chez nous, cette littérature, et l'éloge ciblé, par exemple louer l'effort et les stratégies plutôt qu'une intelligence innée pour certains, montre que les interventions bien conduites modifient les représentations des élèves sur l'apprentissage et augmentent leur persévérance pour peu qu'elles soient correctement intégrées au climat pédagogique. Des travaux de synthèse et revues méthodologiques précisent aussi les limites, les interventions sur un seul coup, one shot, oui je sais, il y a plein d'anglicismes aujourd'hui, mais parce que ces choses-là sont peu étudiées par chez nous. Donc ces interventions one shot ont malheureusement peu d'effet, il faut plutôt cohérence, suivi long et formation précise des enseignants. On peut entraîner la grit, soit la ténacité et la résilience. Pour le coup, nous avons un chercheur que j'ai nommé Boris Cyrulnik qui travaille beaucoup sur ce thème-là, notamment justement à l'école. Des études randomisées et des essais contrôlés en milieu primaire montrent que l'on peut renforcer la persévérance et la résistance à l'échec par des dispositifs de classe, en intégrant dans sa pratique des séances sur les stratégies, l'entraînement des enseignants à encourager la pratique délibérée et des projets, j'insiste, longs. Les effets sont modestes peut-être, mais réels lorsque l'intervention est portée par l'ensemble de l'équipe éducative et surtout suivie dans le temps. L'éducation socio-affective en appui augmente l'ouverture morale et la coopération. Ces programmes correctement implémentés conduisent à une baisse des comportements à problème et à une hausse des compétences prosociales. Ils servent de colonne vertébrale dont manquent cruellement certains pour que des enseignements sur les valeurs prennent corps dans les pratiques. Distinction, c'est utile en pratique. Les valeurs, les vertus, le goût de l'effort. Pourquoi garder ces trois mots ? Les valeurs, on va les définir maintenant. Ce sont des principes éthiques proclamés, par exemple la justice, la solidarité, le respect. Elles sont déclaratives. L'école devrait, selon moi, les enseigner comme horizon commun. Les vertus, ce sont des habitudes morales incarnées comme le courage, la modestie, la persévérance. Elles peuvent être plus ou moins naturelles, mais se forment également par la répétition. L'exemple de l'enseignant, de l'enseignante, de l'ensemble de la communauté éducative, donc y compris les parents et les normes sociales. Bon, ça, autant dire qu'aujourd'hui, les vertus de la société actuelle que peuvent malheureusement observer
Les enfants, s'ils regardent avec leurs parents, ne faites pas ça. Les informations, mais ne faites pas ça avec vos enfants. C'est pas très bon, hein, on est d'accord. Enfin, le goût de l'effort, composante pratique essentielle, sans acceptation de l'effort. Les valeurs restent abstraites et les vertus ne s'installent pas. Pourquoi garder ces 3 repères ? Parce qu'ils sont complémentaires, les valeurs donnent la boussole. Les vertus sont la mise en œuvre quotidienne et l'effort est le moteur. Je peux faire un parallèle sur le trail, hein, pareil, en trail vous avez votre boussole pour vous repérer, la mise en œuvre quotidienne de votre plan d'entraînement et votre cœur, vos poumons, votre cerveau également, et vos jambes bien sûr, le moteur de votre pratique. La pédagogie qui permet d'articuler l'enseignement explicite, les valeurs, l'habituation et la ritualisation comme vertu, et enfin les pratiques d'apprentissage, soit l'effort. Ajoutons à cela un argument éthique chrétien. La tradition chrétienne valorise la formation du caractère, les virtus en latin. Non seulement l'adhésion à des doctrines, cela se prête à une traduction pédagogique acceptable en contexte laïque, puisque bien sûr nous nous protégeons absolument, évidemment. Comment inculquer ces 3 dimensions en primaire ? Recettes opératoires basées sur la recherche. Je vous donne d'abord les principes généraux, puis je donnerai même, si des enseignants m'écoutent, des actions concrètes à réaliser, à effectuer en classe ou plus largement dans une école. Mais ça peut toujours s'appliquer à vous, parents, à la maison. Principes pédagogiques issus des résultats de la recherche. Intervention systémique et soutenue. Les programmes ponctuels fonctionnent moins bien que l'intégration dans l'éthos de l'établissement. L'effet des programmes est égal à un cumul d'actions. Il faut absolument former les enseignants, les former aux techniques d'éloge de récompense qui peuvent, encore une fois, être innées selon le comportement des différents enseignants, mais pour certains, cela s'apprend de valoriser correctement les élèves face aux différents apprentissages, même surtout lorsqu'il s'agit des apprentissages de la vie. La gestion de la classe, l'enseignement moral, tout cela est crucial. Il faut toujours rendre visible le progrès, le feedback, c'est-à-dire les retours rapides dont je crois avoir déjà parlé au tout premier épisode de cette émission, quand je parlais des méthodes pour apprendre et la nécessité des feedbacks rapides plutôt que de recevoir son évaluation 1 mois après sans même revenir dessus. Ça, c'est de la merde. Donc, des retours rapides sur les stratégies, un portfolio d'efforts, une évaluation formative régulière avec des retours tout de suite. Lorsque je rends des évaluations, quelles qu'elles soient, à des élèves, c'est en général dans la journée et sinon c'est le lendemain et je fais toujours un retour avec une correction totale dessus. Et oui, Jamy. Impliquer la communauté éducative, famille, paroisse, si on le souhaite, des partenaires locaux. Bon, ça semble très difficile dans l'école laïque actuelle. Des actions concrètes menées sur des cycles entiers, des séquences entières, voire des rituels quotidiens. Un enseignement explicite des valeurs, petite proposition de séquence, on va appeler cela comme ça. On découvre dans un premier temps un conte, un récit historique, une discussion qui va nous permettre en classe d'avoir un questionnement guidé. Un exemple, qu'est-ce que le respect ? Ce sont des choses qu'on peut faire en enseignement moral et civique, n'est-ce pas, encore une fois. Par la suite, nous mettrons en place des situations problèmes avec peut-être des jeux de rôle, des choix moraux simples ou plus ardus, plus difficiles, plus complexes, adaptés à l'âge des élèves, des enfants. Enfin, des lectures, analyse d'un portrait, un héros local, un personnage littéraire. Actuellement, je suis sur le devoir de mémoire avec mes élèves. Voilà, ce sont des choses dont on parle. Et une petite évaluation suite à une situation dans la vie de la classe. Demander à un élève, j'ai montré du respect aujourd'hui parce que, et étayé à l'oral ou à l'écrit. Je m'excuse. Habituation des vertus, rituel d'accueil, rappel d'une vertu du mois, par exemple la persévérance, une petite histoire et l'objectif du jour.
le tableau du comportement, ne pas faire uniquement du positif, mais également du récompenser les comportements vertueux, suivi par l'ensemble de l'équipe. C'est bien, c'est mieux si tous les enseignants sont sont d'accord, quoi. Des projets longs, mettre en place un potager, avoir un poulailler dans l'école, je vous assure que ça existe et c'est génial. Faire du théâtre, tout cela force la persévérance et la coopération. Enfin, développer le goût de l'effort. Les retours orientés stratégiquement. J'ai vu, mon petit loulou, que tu as essayé 3 méthodes. Je peux te les expliciter et tu as vu que ta persévérance a payé. On évite de juste dire tu es naturellement bon et on privilégiera plutôt tu as travaillé dur. Ce sont des recherches menées par un dénommé Dweck, ce qui pourrait être le nom d'un nain dans Le Seigneur des Anneaux, selon moi. Pardon. Zone de pratique délibérée, des tâches graduées, des objectifs et un temps pour l'échec réfléchi. Pourquoi est-ce que j'ai échoué? Comment je ferai la prochaine fois pour m'améliorer sans jugement négatif, bien entendu. Une auto-évaluation, un carnet d'efforts où l'élève note ce qu'il a fait. Ça, je l'emprunte à l'idée du carnet de suivi des progrès et des séances menées en musculation que j'ai emprunté au Raptor. Cela fait 3 ans que je note absolument chacune de mes séances de sport dans ce carnet. Et oui, merci Jamy. Rituel de l'échec, petite mise en scène positive où l'on partagera un échec et ce qu'on en a retiré et comment on compte faire pour progresser la prochaine fois, comme je le disais. Il faut toujours terminer par une évaluation objective pour savoir où l'on en est, mesurer non seulement les savoirs mais également les comportements à l'aide d'observations de questionnaires simples à destination des élèves, voire des familles. Plusieurs études signalent l'intérêt de ce suivi pour observer l'ancrage des vertus dans le temps long. Comment intégrer une perspective chrétienne dans une école laïque? Quelle posture et quelle stratégie adopter afin de respecter absolument notre chère laïcité et préserver l'efficacité pédagogique? J'affirme tout de même toutefois que l'école laïque manque de valeur. Vous pouvez argumenter si vous voulez. Moi, je trouve qu'il est plutôt possible d'argumenter et d'agir en faveur d'une éducation des vertus inspirée par la tradition chrétienne, tout en respectant, malheureusement il le faut, le cadre républicain. Traduire le langage religieux en langage civique et anthropologique, beaucoup de concepts chrétiens tels que la dignité humaine, la charité, l'humilité ont des équivalents laïques. Le respect, la solidarité, la modestie. Les finalités convergent. L'inspiration chrétienne a du sens, l'anthropologie chrétienne, soit l'idée de l'homme fait à l'image de Dieu, fonde une pédagogie de la dignité, dans laquelle chaque élève mérite le respect et c'est un appel à se dépasser. Je vous rappelle l'une de mes citations favorites de Jésus lui-même, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». C'est une angulation utile pour défendre la valeur de l'effort et la vertu. Cette perspective a été étudiée en lien avec la scolarité morale. Les pratiques monastiques et éducatives, dans le privé généralement, l'humilité, la discipline, la liturgie comme enseignement moral, sont, selon moi, transposables en rituel scolaire. Les rythmes, les silences, la relecture, qui est si difficile à inculquer aujourd'hui, c'est l'un des obstacles que, en tant qu'enseignant, je rencontre le plus, la difficulté pour les élèves de retravailler un écrit, par exemple, de reprendre leur brouillon pour le retravailler plusieurs fois, et on le voit même en art, par exemple, quand on leur demande de reprendre leur œuvre qu'ils sont en train de faire pour la travailler, la retravailler, voire la refaire, etc. Les recherches sur la formation des vertus montrent que la pratique et la répétition, l'habituation comptent plus que les paroles. Pour cela, nous aurons des modalités respectueuses et praticables au sein d'une école laïque. Nous valoriserons le patrimoine moral chrétien comme ressource culturelle essentielle, en lisant des contes bibliques pour leur portée morale, en les présentant comme des textes culturels.
Je reconnais que je le fais aujourd'hui beaucoup en classe avec des textes mythologiques, avec les histoires tirées de la Bible, c'est plus compliqué. Mais par contre, en histoire, avec un grand H, il est tout à fait possible d'aborder certains thèmes chrétiens au moment de présenter clairement, fièrement la beauté du Moyen-Âge français, qui passe par la floraison impressionnante d'églises et cathédrales dans le pays qu'est la fille aînée de l'Église. Ces églises et cathédrales sont toutes plus belles les unes que les autres sur notre sol français. Et ça, c'est tangible, vrai, juste et beau. Utilisons le langage des vertus sans référence confessionnelle. Enseigner la charité, c'est enseigner la solidarité. Enseigner la tempérance, c'est enseigner la maîtrise de soi. Enseigner la justice, c'est enseigner l'équité. Soutenir les enseignants chrétiens, ils peuvent être des modèles et proposer des actions dans le cadre juridique. En clair, proposons une pédagogie des vertus inspirée par la sensibilité chrétienne sans prosélytisme. C'est à la fois possible et conforme aux prescriptions républicaines si l'on traduit les finalités en termes de formation morale civique et d'épanouissement humain. Si vous souhaitez convaincre lors d'un conseil d'école ou convaincre votre équipe d'enseignants, si vous souhaitez porter ce projet, quelques arguments fondés sur la recherche et l'éthique, une efficacité empirique avec des méta-analyses qui montrent que le caractère education et les programmes sur les valeurs et vertus produisent des gains en termes de comportement, climat scolaire et même légèrement sur les apprentissages. C'est un investissement qui rapporte en termes de temps long, en termes de climat de classe et donc en termes finalement d'apprentissage. La cohérence pédagogique, il s'agit d'intégrer l'effort et le goût de celui-ci qui passe entre autres par le sport et l'éducation physique et sportive, renforçant la persévérance cognitive et les apprentissages. L'acceptabilité sociale, nous formulerons en termes de compétences de vie et de citoyenneté, ce qui permettra plus aisément l'adhésion dans une école laïque, tout en respectant parfaitement les convictions personnelles des familles. Et enfin, la durabilité, les interventions ancrées dans l'éthos et dans la durée, les différents rituels et projets que nous mènerons donneront des effets plus robustes sur le temps long que si l'on se contente d'actions ponctuelles. Les limites et les objections auxquelles nous aurons à faire face, l'objection laïque avec le risque de prosélytisme, la réponse que nous devrons apporter, c'est qu'il s'agit de traduire la visée en termes civiques, d'action hors du temps scolaire et en termes de partenariat parfaitement maîtrisé si nous avons un partenariat quelconque. Si l'objection c'est celle de l'efficacité contre les résultats scolaires, la corrélation est réelle mais modeste peut-être. L'argument principal restera le bien-être de nos élèves, la citoyenneté future qui devrait être la pierre angulaire de notre enseignement et les compétences non cognitives utiles à l'apprentissage, ce qui, il me semble, n'est pas rien. Gardons toujours, en guise de conclusion, les valeurs, les vertus, le goût de l'effort en tête. Les valeurs fixent le pourquoi éduquer, à la dignité, à la solidarité, à la justice. Les valeurs sont notre boussole morale. Les vertus incarnent le comment, la patience, l'humilité, le courage qui se construisent par l'habitude et donnent à la vie sociale sa stabilité. L'effort est le moteur. Sans acceptation de l'effort, il n'est aucun développement moral ou académique qui ne puisse se stabiliser. Du point de vue chrétien et pédagogique, ces trois mots forment un triptyque, c'est habile, n'est-il pas, qui permet d'engager l'école non comme lieu de simple transmission d'informations, mais comme atelier de formation humaine complète. La laïcité républicaine n'interdit pas cette visée formative, elle impose simplement le respect de la neutralité religieuse et la transformation des motifs en finalités universelles partagées. Les recherches que nous avons citées montrent que si les équipes acceptent une mise en œuvre exigeante et durable, on peut espérer des améliorations mesurables en termes de climat scolaire, de coopération et de capacité de persévérance dans le temps long de nos élèves futurs adultes qui devront faire société.
Mais dites-moi, nous sommes repartis sur des podcasts affreusement longs. Nous en arrivons à la deuxième partie, étude d'un ouvrage, l'ouvrage de Monsieur Julien Rochdy, Philosophie de droite. L'auteur nous rappelle dès le début de l'ouvrage pour clarifier d'emblée les choses en rappelant des évidences, mais apparemment pas pour tout le monde, donc rappel nécessaire, la nature est de droite. Doit-on revenir sur les loups, sur la meute, sur le cycle des saisons, il n'y a pas d'un coup, parce que on a décidé de changer la nature, l'été qui fait d'un coup suite à l'hiver. C'est toujours bon de le rappeler. Effectivement, et les fleurs viennent toujours d'une graine, n'est-ce pas? Hayek, Friedrich de son prénom, économiste, philosophe austro-britannique du XXe siècle, dit également l'intellectuel ou le jeune étudiant ou, de manière générale, celui qui se croit supérieur uniquement par l'utilisation de son intellect, sans penser au reste, disons, penchera naturellement à gauche par une focalisation mentale trop importante et un travail conceptuel trop exclusif, l'éloignant malheureusement des réalités, du bon sens, voire même de l'instinct qui sont absolument nécessaires afin de penser droitement et adroitement, si je puis me permettre, et je me permets. Redevenir droit, c'est sortir de la prétention de l'orgueil, qui, rappelons-le, est le pire des péchés puisqu'il mène à tous les autres, qui lors de notre jeunesse nous fait pencher tristement, influencés que nous sommes et non protégés par nos ancêtres à qui l'on a tristement constamment répété à tort de nous lâcher la bride. Tout cela fait que, malheureusement, lorsque nous sommes jeunes, nous sommes très nombreux à être à gauche, à être de gauche, et à nous croire faussement supérieurs. Comme dirait l'autre, les mots tiennent lieu des vertus qui manquent, ainsi la gauche qui se donne les noms les plus positifs, soit la tolérance, le progrès, la justice, les lumières avec un grand L, permet de déjà, sans débat et sans ébat, rappelons qu'ils ne débattent pas avec nous par manque de couilles de connaissances, parce qu'ils savent déjà qu'ils vont perdre, émettez vos hypothèses, ils mettent déjà par le vocable habile pour le coup qu'ils utilisent, mettre la droite à l'ombre des lumières, à l'ombre de ces si belles lumières même, qui ont tant réussi à notre pays depuis 1789, n'est-ce pas? Ils mettent en exergue leurs bonnes intentions en apparence, et rappelons que l'enfer est pavé de bonnes intentions comme vous le savez, ce sont leurs signes distinctifs et leurs moyens les plus efficaces pour triompher, nous tromper. Le diable n'est-il pas maître en matière de tromperie et ne se cache-t-il pas justement dans les détails? Gardez cela en tête. Un peu de politique mène à la gauche, beaucoup de politique ramène à la droiture. Ok, voilà pour la boutade. Les boomers, que je n'aime pas forcément toujours tacler, méritent tout de même un petit tacle à la gorge façon Schumacher contre Battiston. C'est la génération typique du « après nous le déluge », meaning « après nous finalement peu importe, la terre peut bien s'arrêter de tourner, moi j'ai profité jusqu'à la moelle, sans même ressentir la présence de Dieu ». La seule génération donc, j'en suis convaincu, à penser que ce qu'il se passe après elle n'a pas d'importance, et cette première pensée en germe en 68 atteindra son paroxysme, son apogée selon certains dont le cerveau est profondément malade, avec le LGBTisme qui lui, pire encore, plus insidieux toujours, prône le fait de ne pas avoir d'enfants, de ne pas se reproduire, ce qui va à l'encontre d'absolument tous les instincts naturels de l'humanité depuis des siècles, voire des millénaires. Cette génération prédatrice des boomers du toujours plus cède donc la place aux nihilistes suicidaires LGBTistes. Aujourd'hui, ce sont eux qui nous font régulièrement la morale écologiste, sans se rendre compte qu'ils sont les pantins de l'Eurasie pour reprendre les termes interchangeables de 1984. Les boomers en parallèle et non en opposition sont en grande partie responsables de la catastrophe de la gestion de la crise du Covid pour nous avoir bourré le crâne et avoir tout fait pour obtenir un maximum de surprotection. Ils ont restreint sans scrupule nos libertés fondamentales à respirer. Pour un rhume 19, je ne lâcherai pas le terrain. J'hallucine d'en voir encore aujourd'hui se plaindre que l'on n'en a pas fait assez. Je lisais d'ailleurs, je lui fais un coucou à Monsieur Dupont-Aignan,
sur Facebook que selon lui, donc la gestion du Covid avait été catastrophique. Jusque-là, je suis d'accord. Mais que pour lui, catastrophique veut dire qu'on n'en a pas fait assez. Non, mais on en a fait au contraire beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et notre jeunesse en payera et en paye le prix en termes d'incapacité à avoir de l'empathie. Et nous avons imprimé des milliards de masques qui polluent aujourd'hui nos océans. Là voilà votre vraie écologie. Cette génération devrait avoir honte et bravo, vraiment bravo aux quelques-uns de cette génération qui n'ont pas succombé car à leur décharge ils ont été soumis à énormément de propagande et contrairement à nous plus jeunes aujourd'hui, ils ont peu de connaissances des alternatives disponibles pour se renseigner et avoir un autre son de cloche éclairé, voire un autre son de clocher. Bravo donc aux quelques boomers dont fait partie ma grand-mère de Provence que je salue, qui ne sont pas concernés par cette analyse. Bravo aux héros qui ont défendu la vérité contre vents et marées. Papacito Dupont-Aignan, même si je ne partage pas son analyse, il s'est quand même battu pour montrer les lacunes de la gestion de cette crise du rhume 19. Idriss Aberkane, Monsieur Raptor, Didier Raoult, j'en passe et des meilleurs. Et je pense, me permettre de me glisser dedans puisque, comme je l'ai dit au premier confinement, j'ai fait de la merde. Et à partir du deuxième, en revanche, j'étais prêt. Et je me suis battu pour la liberté de nos élèves. Est-ce une coïncidence que ces boomers qui n'ont pas succombé à la propagande, voire qui n'ont pas été les collabos de cet État au cours de cette période, sont souvent les mêmes qui ont su rester chrétiens, puisque être chrétien, c'est ne pas craindre d'aller à contre-courant. Au contraire, venez à moi, écume bouillonnante, marée pleine de remous, vagues démentielles et autres Mistral, je suis prêt à vous affronter, car Dieu et tous les saints sont avec moi. Revenons à l'œuvre de M. Rochdy, fermons la parenthèse Covid. Rappelons que la neutralité laïque voulue par les Lumières, puis surtout la Troisième République, n'est pas neutre, mais souhaitait surtout déchristianiser l'État. Ce qui a permis les guerres mondiales qui ne seraient jamais advenues dans une royauté restée chrétienne entre peuples frères. Et imposer la religion donc de la laïcité dont j'ai déjà parlé, admise même par François Dubé, qui pourtant lui n'est pas un horrible conspirationniste prof de droite comme moi. Cette religion donc, c'est celle du pseudo-progrès, de la pseudo-humanité sur des bases fragiles, individualistes et matérialistes. C'est le libéralisme économique en marche, pun intended, la modernité politique et le capitalisme sans frein ni loi ni morale chrétienne. Comme l'écrivait Chateaubriand, celui qui renie le Dieu de son pays est presque toujours un homme sans respect pour la mémoire de ses pères. Les tombeaux sont sans intérêt pour lui. Les institutions de ses aïeux ne lui semblent que des coutumes barbares. Il n'a aucun plaisir à se rappeler les sentences, la sagesse et les goûts de sa mère, la patrie. Afin de remettre la vérité au cœur du propos, il est important de rappeler que ce sont les contre-révolutionnaires des Lumières, donc la vraie droite, qui s'intéressera en premier, qui s'est intéressé en premier plutôt, aux conditions sociales. Ainsi, le docteur Villermé, légitimiste convaincu, sera le premier à rédiger une enquête sur le sort des ouvriers, comme notre cher comte Athos, pour revenir à mon héros de ce cher Dumas, mais ici plutôt des contes de la vie réelle de l'aristocratie, réelle autrefois, aujourd'hui tristement disparue. Ces contes donc ont été les premiers à exiger la réduction du temps de travail, l'augmentation des salaires, l'interdiction du travail des enfants, un logement décent pour les ouvriers, l'instauration d'institutions de prévoyance, etc., etc., et cela sans même citer le rôle de l'Église là-dedans. On pourra rappeler au passage que le colonialisme vient lui aussi de la gauche. Lorsque l'esprit de conquête vient lui de la droite, cela ne signifie pas que l'esprit de conquête n'a pas également mené à des massacres, mais les objectifs n'étaient pas les mêmes et certainement pas de se croire supérieur sur le plan moral à ceux que l'on attaquait pour leur territoire, pour leur richesse pour diverses raisons, mais le but en tout cas n'était pas de prétendre les éduquer derrière. Attention à l'inaction, la droite
aurait tort, la droite a tort, nous aurions tort de nous congratuler du fait réel que la majeure partie du peuple partage aujourd'hui une bonne part des idées conservatrices, pour n'en citer que quelques-unes. La peur du grand remplacement que je ne vais absolument pas développer, le désir d'autorité à l'école que je pourrais lui développer et que j'observe tous les jours, puisque effectivement c'est le cas de l'immense majorité des parents d'élèves à qui j'ai affaire, le désir de protéger les richesses immenses du terroir français, les terroirs, toutes les beautés régionales à tous les niveaux, les langues, l'architecture, la gastronomie, la poésie, la littérature, les chants, les coutumes, les tenues traditionnelles, j'en passe, et des meilleurs. La peine de mort souhaitée par une majorité de la population que je n'aborderai pas non plus, etc., etc. Cette droite a peur aujourd'hui, elle tremble de devenir une minorité qui deviendrait agressive et qui serait immédiatement associée au nazisme, au fascisme ou fascisme, autres mots qui feront peur, et c'est sans doute aujourd'hui la plus grande cause de ces échecs, avec également sans doute l'absence de figures fortes et charismatiques, mais encore une fois, même si cet argument est peut-être vrai, plutôt que d'espérer un sauveur qui ne sera autre que Jésus-Christ, il faut déjà commencer par regarder ses propres pompes, balayer en premier lieu devant chez soi, faire déjà les efforts nécessaires et possibles à son échelle. Rochdy revient sur ce qu'il disait déjà dans l'un de ses précédents livres, c'est-à-dire que la révolution a été fomentée par un peuple parisien malade mentalement comme physiquement, dégénéré, ne s'intéressant pas à ses racines, prêt à les arracher même violemment. Ils ont sciemment scié les branches après les racines, CF, leurs ancêtres qui avaient construit ce pays, qui n'était pas parfait à cette époque. La qualité des derniers rois est plus que discutable, mais avoir la prétention de pouvoir repartir de zéro n'est qu'un vil orgueil. On observe aujourd'hui de nouveau ce masochisme que les périodes de décadence nous montrent infailliblement. Vous savez ce qui est arrivé à la Rome décadente, ce qui risque d'arriver à cet Occident actuel qui est tout autant décadent, voire plus encore, mais qui tient peu ou prou grâce à quelques ficelles fragiles, notamment la mise en sommeil, la torpeur des forces vives qu'il reste à ce pays, la censure cachée, ce qui est brillant, il faut le reconnaître, plus la mise en opposition, forme-aligne également, du pseudo-clivage qui peut exister aujourd'hui entre certains d'entre nous, disons de droite, et que je n'hésite pas à fustiger. Par folle prétention, les Français sont malheureusement à la seule école rationaliste, ou presque. Depuis Descartes, ils ont tendance à croire pouvoir trouver la vérité les yeux fermés sur les lois naturelles, donc divines, en s'enfermant seuls dans une chambre, en se forçant à remettre en doute tout ce qu'ils croient établi. Rousseau a même écrit en introduction de son contrat social, je cite, « Il faut avant toute chose écarter les faits car ils n'ont rien à voir avec la question. » C'est dire, messire, si ce cher Rousseau n'était pas un petit peu à l'ouest. Il faut être capable d'apprécier ces préjugés, voire de les aimer parce qu'ils sont anciens, parce qu'ils nous viennent de loin et parce qu'ils sont les nôtres. Leur accorder du crédit, c'est avant tout faire preuve de modestie, dont manque tellement cette gauche qui croit pouvoir gauchement se débarrasser des lois de la nature et se prétendre supérieure à celle-ci. C'est avec la nature qu'ils croisent le fer, comme le disait Burke, il va de soi et il n'est même pas nécessaire de le rappeler normalement, que bien évidemment les préjugés peuvent se tromper, mais il ne faut pas pour autant s'en débarrasser uniquement, simplement parce qu'ils seraient des préjugés. Ils peuvent avoir raison même lorsque l'on ne comprend pas pourquoi. Voilà la modestie et le respect de ce que les ancêtres ont obtenu par l'expérience, au prix parfois de leur vie. Ne touche pas cette grenouille fluo. Pourquoi ? Parce que tonton Jaco n'est pas au top depuis qu'il l'a léché. Ne le fais pas, c'est tout. Merci Papacito, c'est imagé, mais c'est si vrai. Citation qui a marqué l'homme solitaire que je suis, car il est vrai et me rappelle le chemin qu'il me reste à parcourir. Rivarol écrit que, je cite donc, « L'homme de la nature, ce n'est pas l'homme solitaire, c'est l'homme social. » C'est aussi quelque chose que l'on rencontre dans le monde du trail, d'ailleurs, au passage. Puisque dans le trail, nous n'hésitons pas à nous aider les uns les autres lorsque nous tombons sur
un coureur qui a des crampes ou que sais-je encore, quitte à ce que cela nous fasse perdre du temps sur la course. Admirateur que je suis de Sylvain Tesson, par exemple, je ne peux m'empêcher de tomber à lui face à cette citation, car lui aussi, pour avoir lu beaucoup de ses ouvrages, est un arpenteur du monde, mais très solitaire. C'est un agnostique désenchanté comme je l'ai été, souvent provocateur gentiment à l'égard de Dieu, tout en étant profondément fasciné par le sacré, la beauté, la transcendance. Il se dit souvent étranger à la foi, orphelin de Dieu ou sans religion, mais sensible à la dimension spirituelle du monde, ce que j'ai encore une fois longtemps été moi-même. Donc je cite Monsieur Sylvain Tesson, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, nous parlerons de certains de ses ouvrages. Je ne crois pas en Dieu, mais je vois bien qu'il y a quelque chose. Ces formules reviennent souvent chez lui, il ne nie pas Dieu, mais il ne croit pas, c'est une nuance essentielle tout de même. Il ne lui reste qu'un pas à faire selon moi pour voir Dieu dans la beauté du monde. Tout cela pour dire qu'il nous faut à tous retrouver le sacré comme le social, afin de refaire une société allant de l'avant avec allant. Quand on se croit comme les gauchistes si supérieurs que l'on croit des choses si universellement vraies contre l'avis même des lois naturelles, on veut les imposer aux autres. Lorsque l'on croit que les communautés séculaires et leurs traditions sont les erreurs, on veut les détruire, violemment si besoin, et lorsque l'on croit que ceux qui résistent et font obstacle à tant de vertus affichées, on fait bien peu de cas de leur massacre, et il suffit de voir, pour s'en convaincre, le génocide vendéen. C'est au contraire parce qu'on a une identité forte que l'on peut interagir avec celle des autres et véritablement les comprendre. Là aussi, c'est pour cela que les croisés et les arabes étaient en mesure de se respecter tout en se faisant la guerre. Pour reprendre Papacito encore, on n'a pas le même maillot mais on joue sur le même terrain, celui du sacré, du transcendantal, de ce qui est plus grand que nous. Bon après, je le dis, la beauté chrétienne est inatteignable par ces gens-là. Burke avait défendu les droits des natifs indiens. Herder était fasciné par les cultures diverses du monde et de l'histoire. Les légitimistes combattront la colonisation, tandis que la gauche, encore une fois par universalisme et par prétention, par orgueil, y poussait. La véritable droite a toujours été celle qui postulait le respect des identités et les traditions des autres, à condition que l'on respectât les siennes. Les identitaires ne disent absolument pas autre chose et devront supporter la tête haute d'être traités de fascistes parce que c'est le seul argument qu'il leur reste à nos adversaires sans colonne, ni marbrée ni vertébrale, bien qu'ils enfournent des marbrés sans whey à longueur de journée dans leur gosier gras. La conception classique, la mienne bien entendu, héritée déjà du kalos kagatos antique, est holiste. L'homme est un tout indivisible, contrairement à ce que prétendait Descartes notamment. Et nous ne nions pas l'âme. Rappelons encore que lors de la Révolution française, la France a perdu de nombreux biens et de nombreuses prérogatives. Elle a vu ses églises brûler, se faire piller, ses écoles fermées, avec ses couvents, ses hôpitaux et ses monastères, toutes ces choses qui venaient de l'église, et ses prêtres pourchassés pour être déportés et ou égorgés. On observe toujours l'orgueil humain qui se croit fondé à remettre en question toutes les bases de la société, dont la religion, qui soutient cette même société, sans savoir que sans ces bases, le chaos interviendra immanquablement et le pire remplacera immédiatement l'optimisme rêveur, l'utopie de départ et résonnant des commencements de personnes incapables de défendre ni de se défendre face à ce qu'ils auront eux-mêmes engendré, et certainement pas de la beauté. La religion doit bien évidemment nous relier, et pour cela, il lui faut une autorité incontestable et infaillible, comme la loi, et donc nous allons nous éloigner du protestantisme ici. Il n'est pas possible de la laisser s'interpréter par le tout venant, sinon on risque l'anarchie et le vacarme, le bruit comme dans les études scientifiques. Ainsi, les juges, les docteurs de la loi suivent justement de longues études, et si seulement ils étaient neutres et bienveillants, nous pourrions les écouter
et leur faire confiance. Pourquoi ne pouvons-nous pas aujourd'hui leur faire confiance? Parce qu'ils ont justement vendu leur neutralité. Là encore, la soi-disant justice aveugle qui ne devrait pas l'être, c'est une image des vertus qui manquent et dans notre réalité palpable d'aujourd'hui, la Furia, revue satirique et informative, est sur le point de mourir. Je vous laisse y réfléchir. Tout cela pour dire qu'il en va de même pour l'Église. Ce n'est pas à Monsieur Tout-le-Monde, dans son orgueil immense, de croire qu'il peut seul interpréter la Bible comme bon lui semble, avec toute la prétention que cela implique. Pour résumer la gauche, méfions-nous des abstractions aux prétentions universelles dangereuses et fausses. Sous couvert de générosité et de grandeur, méfions-nous de la malignité du malin. Soyons contre-révolutionnaires, classiques, et en guise de première conclusion, voici quelques-unes des vérités classiques tirées de l'ouvrage qui me semblent les plus importantes. Point numéro 1. L'homme est un héritier. Pensez que l'on tente aujourd'hui de taxer jusqu'à l'héritage parce que ces gens-là vous disent qu'ils ne comprennent pas que ces choses, que cet héritage soit tombé du ciel. Je n'ai pas retenu le nom de l'idiote qui a prononcé ces mots, sans doute encore une élite. L'héritage, ce sont vos ancêtres qui vous le lèguent, qui se sont battus pour vous, ce qu'ils ont accumulé à la sueur de leur front. Vous n'êtes pas des pages blanches, vous venez de quelque part. L'homme est un héritier, vous avez un père et une mère, même si malheureusement vous les haïssez, pensez-y encore. Qui veut supprimer cette notion d'héritage à part des gens qui ont détruit le leur, qui ont détruit leur famille, qui veulent détruire la famille et qui nient tous ces principes naturels? Ceux qui ont réussi sans racines, bravo à eux, mais généralement ce sont justement des gens qui ne disent pas autre chose et qui veulent plutôt être la première racine saine de ce qu'ils vont construire et de ceux à qui ils veulent léguer leur savoir, leur bien, leur culture, leur méthode à cette progéniture qu'ils auront, et c'est absolument normal. Nous ne sommes pas égaux. Vous pouvez trouver ça triste, c'est comme ça. L'existence de l'héritage dépend de la société qui existe préalablement à lui, sans quoi il serait démuni à la naissance et ne pourrait survivre. Deuxième point, ce qui permet à l'enfant qui vient de naître de survivre, c'est justement la famille qui l'accueille. Cette famille, elle est en rapport avec d'autres familles qui forment ensemble une communauté, qui forment une société. Troisième, la communauté est la somme des différentes lignées familiales qui ont créé entre elles avec le temps des liens culturels, des traditions et des références partagées qui les font se ressembler, ce qui n'est pas un gros mot. Sur la base de cette ressemblance, l'amitié peut se développer. Condition du rassemblement dans les mêmes valeurs des vertus, nous nous sentons plus en sécurité, c'est normal. Dans une société dont les gens qui la composent nous sont instinctivement familiers. Là encore, ce n'est pas un gros mot. L'enfant qui naît doit apprendre de suite la vie en société car l'homme est un animal social, il n'a pas à être mis sur un pied d'égalité avec les adultes qui, eux, normalement ont des connaissances au moins dans un domaine, lorsqu'ils n'ont pas été surprotégés par l'assistanat de la société actuelle, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, certains individus n'ont aucune plus-value, voire négative parfois, et ont pourtant le même droit de vote que vous. Leur voix vaut autant que la vôtre. Mini parallèle avec certains partis de gauche, je vais être gentil, qui souhaitent que les 16-17 ans puissent voter parce qu'ils savent pertinemment que selon l'utopie normale à cet âge, plus le lavage de cerveau de l'éducation nationale, oui je le dis, leur absence d'expérience de la vie, du monde du travail, du pays, du monde tout court, ils vont voter tous ou presque à gauche. Ils n'ont pas votre bien-être à cœur, ils veulent juste être tranquilles au sommet. L'inégalité et l'autorité sont donc au fondement de l'existence humaine. Nous ne sommes pas égaux, point. Faut-il que je fasse un autre parallèle avec le monde du sport? Allons-y. Retirons les catégories de poids dans les sports de combat. Laissons tous les hommes transgenres dans les sports féminins. Retirons les prédispositions génétiques de certains. Je fais 1m70, j'ai des petits pieds. Pourquoi, si je ne m'entraîne pas 15 fois plus que tout le monde, je ne serai jamais champion de natation? C'est injuste. Et oui, le monde est injuste. Faites avec. Sixième point, l'enfant doit comprendre que la transmission est de tous les devoirs de l'être humain le plus important et ce qui différencie très certainement le plus
l'homme des autres animaux, bien que l'homme reste un animal. 7e point. À moins d'être un nihiliste fini, centurion à la pisse au rapport, l'homme devra faire preuve de reconnaissance et de respect envers ses ancêtres qui ont transmis jusqu'à lui. Là encore, quitte à tacler ceux qui se reconnaîtront, mais c'est même plutôt leur trouver une excuse. On sait que beaucoup d'entre eux ont manqué de père, P-E, accent grave, R-E-S, de père, P-A-I-R-S, et de repère. Ça, c'est pour les réels gauchistes de ce monde. Les autres sont des hypocrites profitant du fait que celle-là, aujourd'hui, qu'il y a le plus de profit à faire et que cela entraîne en plus moins de difficultés au passage. Ils vivent heureux en restant cachés. Et oui, je sais que moi-même, je suis anonyme pour le moment. Mais je me bats quand même pour ce que je suis certain d'être le camp du bien, de la vertu, des valeurs, puisqu'il s'agit de la morale chrétienne, séculaire, de notre Dieu. 8e point. Le respect et la reconnaissance envers les aînés imposeront une certaine humilité. L'homme doit se garder de vouloir tout remettre en cause par seule prétention en croyant pouvoir faire mieux. 9e point. Plus tard, l'enfant pourra user de sa raison et ne pas toujours comprendre la raison de tout ce qu'on lui a appris. Il pourra alors tenter de corriger certaines erreurs éventuelles, mais jamais au grand jamais se croire en mesure de tout refaire à neuf à partir de simplement lui-même, car ayant compris qu'il devait toute son existence à sa communauté, il comprendra qu'il doit la protéger. Et enfin, l'un des plus importants ciments de la communauté, c'est justement la religion. L'histoire nous montre que toutes les communautés finissent inévitablement par se délier sans la religion. C'est pourquoi il faudra à l'homme respecter à minima la religion de ses ancêtres sans laquelle aucune communauté n'aurait pu survivre ni croître si longtemps. Rappelons que la France est un pays catholique depuis 1500 ans qui a produit du beau à à Tire-Larigot. Il ne devrait même pas être nécessaire de parler d'un post-68ardisme qui n'a pas plus de 60 ans d'existence. Ce devrait être anecdotique et ça le sera, ne serait-ce que parce qu'ils ne se reproduisent pas, mais avec un peu de courage, l'on pourrait raccourcir encore sa maigre durée de vie en mauvaise santé, morale comme physique toujours. Si l'homme doit tout à sa communauté, les hiérarchies les plus justes sont celles qui permettent au mieux la survie et le développement de cette même communauté. Ainsi, les meilleurs et non les quotas doivent prendre la tête dans les différents domaines, qu'il s'agisse des domaines intellectuels, militaires ou économiques. L'aristocratie, la vraie, est nécessaire à toute communauté. Ces élites doivent établir les piliers grâce auxquels la communauté se maintiendra. Elles ne seront remises en cause que si elles trahissent la communauté. Clin d'œil, elles pourront alors être remplacées afin d'être régénérées par les individus réellement méritants. L'homme doit respecter la sélection naturelle. Le but de la vie est de survivre, de se développer et de se reproduire. Si l'on observe l'histoire et la nature, les qualités nécessaires sont entre autres la persévérance, la virilité, l'amitié, la solidarité, le courage, l'honneur, le travail, l'amour de la famille, la piété religieuse, le respect des traditions, l'adaptabilité, le sens du sacrifice, le sens du devoir ainsi que l'intelligence et la créativité lorsqu'elles ne sont pas mises au service de l'individu et d'une pseudo-révolution, mais au contraire au service de la communauté et de la continuation. La virilité, la vraie, c'est-à-dire les qualités et l'esprit guerrier et protecteur, ainsi que la solidarité, c'est-à-dire les liens entre les individus et les familles que permet surtout la ressemblance, seront les deux conditions nécessaires à la survie de l'homme. L'homme doit favoriser la création du beau. Il n'oubliera pas qu'il n'existe pas de liberté sans responsabilité. Je répète, il n'oublie pas qu'il n'existe pas de liberté sans responsabilité. Si la survie et le développement de la communauté sont les devoirs les plus importants, cela responsabilise l'homme. Il n'y a que comme cela que la liberté peut s'accroître. Lorsque la société devient trop hétérogène, on le voit bien aujourd'hui, alors la pseudo-autorité qui se réclamera du droit de la pseudo-démocratie usera de la force jusqu'à la tyrannie. Nous sommes en plein dedans. Pour que l'homme,
je fais une parenthèse, je vous rappelle que Macron, selon les derniers sondages, est à 14% de soutien. Pour que l'homme et la société progressent, il faut agir dans le respect du passé, dans le désir de liberté et dans la volonté d'harmonie. Toutes nos vérités classiques ne sont en fait qu'au service de la vie et donc au service de Dieu. Rappelons au passage que toutes les productions artistiques ne se valent pas, merci Sherlock, mais il est bon de le rappeler. Comme le disait déjà l'abbé Raffray, nous pousser à aimer toute l'humanité, on le sait, a été le meilleur moyen d'oublier son voisin, c'est-à-dire son prochain, au profit de souvent faire semblant d'aimer son lointain, comme le disait très justement Rochdy, je cite, « Les gauchistes n'aiment pas les migrants, ils s'aiment aimant les migrants, puis ils font des contorsions pour éviter de faire affaire avec ceux qu'ils promeuvent. » Dans les pays de l'Est, ceux qui ont vécu sous le joug du communisme, on observe qu'ils souhaitent revenir aux vérités classiques de la Russie à la Hongrie en passant par la Pologne. Le christianisme traditionnel a repris de belles couleurs dans ces pays et se formule sous des contours identitaires. Aujourd'hui, ces pays se portent bien. Est-ce que c'est une coïncidence ? Je ne pense pas. L'objectif de la droite est de redonner une colonne vertébrale normative à l'individu, quand celui de nos adversaires est de fabriquer sans cesse des invertébrés, c'est-à-dire des limaces. Citation de l'auteur. Être chrétien, c'est croire en la civilisation chrétienne et en ses vertus, et donc accepter son appartenance à la famille chrétienne, justement. L'auteur ne revient pas sur la faillite du Covid pour ce que je vais dire ici, mais la droite, pour le citer, n'aura pas d'autre choix que de se positionner comme garante des libertés individuelles qui induisent le primat de la responsabilité, le seul véritable alliage des adultes, les vrais, et non des adolescents qui sont, eux, gauche et de gauche. La gauche que nous combattons sombre dans le nihilisme. À nous de la combattre adroitement, justement, avec justesse et justice, ferme et enfin, fièrement. Troisième partie, citation. Les loulous, permettez-moi de vous proposer un appel qui tourne aujourd'hui autour des 3 mots que nous avons étudiés. J'ai nommé valeur, vertu et effort, car je suis convaincu qu'à force de voir, de supporter, puis de tolérer, nous risquons de sombrer vers l'acceptation, voire l'approbation dans ce monde sans boussole morale. Je crois aussi que cette dérive trouve son antidote dans la tradition chrétienne et dans une éducation renouvelée. Cette tirade qui s'en vient afin de chalouper tout ça m'est soufflée par l'analyse que je fais de la citation de saint Augustin et que je m'en vais de ce pas vous livrer. Je cite donc, « À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout approuver. » Le diagnostic moral de la vision à l'insensibilité. Nous vivons dans un temps où l'image, la scène, l'événement deviennent rapidement familiers. À force de voir toutes les horreurs du monde, on devient insensible et potentiellement nihiliste. À force de tout voir, de tout entendre, l'âme s'anesthésie et cette lancée a un parcours tragique. On supporte ce qu'on ne choisit pas parce que les choses semblent hors de portée, puis on tolère ce qu'on ne peut plus changer faute d'indignation et peu à peu on accepte comme normal ce qui était autrefois jugé inadmissible. Finalement, on approuve pas par enthousiasme mais par absence de résistance et donc par acceptation molle. Cette gradation trouve un écho dans la pensée de saint Augustin dans son ouvrage majeur La Cité de Dieu, vers 426 après Jésus-Christ. Il décrit la chute progressive de la Rome païenne. Il montre que le mal ne s'installe pas par des actes gigantesques, mais par une banalisation graduelle, une décadence qui vient petit à petit, qui s'installe petit à petit tel un cancer, par l'habitude, par l'abandon progressif du bien. Dans notre société,
contemporaine, cet enseignement résonne. Les scandales s'enchaînent, la violence se banalise, la décence se relâche, si bien qu'on finit par se dire « Oh, ce n'est plus choquant, c'est comme ça, on ne peut rien faire, que veux-tu que j'y fasse ?» Lorsqu'on ne juge plus, on ouvre la porte à l'insensibilité, voire au nihilisme. Là encore, on peut penser à ce qui traîne beaucoup en ce moment. Ah non, hein, c'est pas à toi de juger. Attention, si tu juges, t'es grossophobe, pour ne citer qu'un exemple. Tout devient possible, rien n'est interdit. Il est interdit d'interdire, hein, vous savez que ça aussi, hein, on le doit à nos chers 68 arts. C'est pourquoi on dit, à force de tout voir, on finit par tout supporter. La surtolérance est un fléau. Lorsque je parle de surtolérance, j'attaque cet état où la tolérance, qui est une valeur importante en soi, devient plutôt passivité et signifie tolérer l'intolérable. La surtolérance est alors un fléau de la société moderne où il est possible de changer de sexe, ce qui est une insulte à l'autre sexe en disant que quelques médicaments, quelques opérations suffiront à devenir l'autre sexe. C'est une insulte aux femmes, c'est une insulte aux hommes. Croire que l'immigration de masse est une bonne chose quand il est évident que non, qu'être gros en mauvaise santé, pour reprendre cet exemple, c'est une bonne chose, ou qu'au moins, ou que surtout il ne faut pas le juger, j'en passe et des meilleurs, que nous sommes poussés dans la torpeur et la passivité à tout accepter, des taxes immenses lorsqu'à côté de cela, la mairesse de Paris dépense, je crois, excusez-moi pour les chiffres, 80 000 euros en vêtements, que Bayrou dépense, là aussi, pardonnez-moi pour les chiffres, mais il me semble 30 000 euros en mobilier. Cela pose évidemment plusieurs dangers. Un affaiblissement de la figure du bien, qui n'est pas subjective, rappelons-le. Dans une tolérance sans critique, la frontière entre bien et mal s'efface. Sans référence au bien, on perd le point d'ancrage moral. Toujours saint Augustin, il rappelle que sans la loi de Dieu, l'ordre moral s'effrite. Une culture de l'immédiateté, de l'absence d'effort, la tolérance sans effort mène à l'acceptation sans engagement, mais l'éducation chrétienne et plus largement humaniste valorise l'effort, la persévérance, la résistance à la facilité. Lorsque l'école célèbre le confort ou tolère l'autoroute vers la médiocrité, elle abandonne la vertu essentielle qu'est l'effort. Inversion des valeurs. Quand tolérer devient approuvé, toute exigence devient suspecte. L'effort est vu comme contrainte, la vertu comme archaïsme, la transmission comme dogmatique. C'est un glissement qui conduit à l'ennui moral, à l'indifférence, comme le décrit le philosophe Byung-Chul Han dans La société de la fatigue, une société épuisée par l'inaction morale. Je dis que la surtolérance est donc un fléau, puisqu'elle détruit l'élan, l'appel vers le meilleur, et finit par laisser place à une acceptation passive de ce que beaucoup dénoncent aujourd'hui comme un déclin. L'éducation chrétienne, pour affronter cela, des valeurs, des vertus, du goût de l'effort, il existe une issue unique, une éducation renouvelée articulant valeurs, vertus, effort. Valeurs, ce sont les principes à retenir, dignité humaine, vérité, justice, solidarité. L'école, qu'elle soit laïque ou non, doit les affirmer comme horizon. L'anthropologie chrétienne enseigne que chaque personne est faite à l'image de Dieu, ce qui doit fonder la dignité de tout individu. C'est un cadre puissant, même transposé dans un discours tristement laïque. Les vertus, ce sont les habitudes morales qui incarnent les valeurs, courage, tempérance, persévérance, humilité, charité, comme le disait saint Thomas d'Aquin dans La Somme théologique. La vertu est un état habile qui dispose à bien agir, elle ne surgit pas de rien, elle se cultive par justement le troisième point, l'effort qui est le moteur qui rend les vertus effectives, puisque sans effort la vertu reste abstraite. Dans l'éducation, cela signifie reconnaître les efforts, soutenir la persévérance, ne pas céder à la facilité. Je reprends les recherches de Carol Dweck qui montrent que valoriser l'effort contribue à des résultats solides sur le long terme, ce qui est fort intéressant, vous en conviendrez, je l'espère. Sinon, n'écoutez pas ce podcast, il n'est pas pour vous. Mise en œuvre dans le cadre scolaire, un petit rituel chaque jour, chaque semaine, une vertu est mise en lumière, on échange, on en discute.
Comme dirait l'autre, on raconte des exemples, on invite les élèves à relever un effort possible lié à cette vertu afin de l'atteindre. Dans la pédagogie, les enseignants doivent valoriser le processus, c'est-à-dire comment on fait pour y arriver, plus que le seul résultat. Au sein de la communauté éducative, il s'agira d'impliquer les familles et les partenaires locaux pour que l'effort, la vertu, la valeur ne soient pas confinés à la classe. Une vision pour la France et pour l'école. Mes chers compatriotes, notre pays, riche de son héritage chrétien et humaniste, n'est-ce pas, mérite une école qui réveille, qui élève, qui encourage l'effort et la vertu. Nous n'avons pas à céder à la passivité. C'est être également coupable que de céder à cette passivité. Le fait de vivre dans une société laïque ne doit pas nous dispenser de dire que certains choix relèvent du bien commun, de la vérité, de l'humain. Nous avons les moyens de revendiquer une école exigeante, une école où tolérer ne signifie pas renoncer, où soutenir l'effort devient normal, où l'âme n'est pas anesthésiée par le flux continu d'images et de permissivité. Saint Augustin l'a déjà constaté, lorsqu'une cité abandonne la vertu, elle sombre. Ne sombrons pas passivement dans l'état où nous finissons par tout accepter par peur d'être traités de rétrogrades, de fascistes, quand nous ne souhaitons que le retour d'une société saine, emplie de valeurs et vertus saines chrétiennes. Dans le pays sublime qu'est la France, à nous dès lors d'être vigilants. Ne célébrons pas l'effort sans progrès, ne tolérons jamais l'indifférence, n'acceptons pas que tout devienne normal et banal. Notre pays, notre beau pays, doit retrouver une vigueur morale et cette vigueur passera par l'école, par l'éducation, par l'effort, par la vertu, par le retour aux valeurs. Que chacun de nous, parents, enseignants, citoyens, dise avec fierté: je m'engage à ne pas être spectateur mais acteur. Les loulous, je vous invite à méditer cette gradation, voir, supporter, tolérer, accepter, approuver. Ne laissez pas l'histoire de l'âme française s'écrire à travers cette pente. Redonnons-lui, rendons-lui la vigueur, le courage, l'espérance. J'enchaîne directement sur la dernière partie, puis sur la conclusion, parce que nous sommes en train de devenir le podcast le plus long du game. Je plaisante. Ne m'attaquez pas, monsieur Raptor, soyez gentil. Nouveau mot, la transsubstantiation en plein cœur de la messe, dans le silence d'une prière et la lumière vacillante des cierges, s'accomplit le plus grand de tous les mystères, la transsubstantiation. Ce mot grave et doux à la fois désigne l'instant où pain et vin offerts sur l'autel cessent d'être de simple matière pour devenir dans leur substance invisible le corps et le sang du Christ. Rien ne change. À l'œil nu, le goût, la forme demeurent, et pourtant tout est changé, d'où l'acte de foi qu'il faut alors faire. C'est le mystère d'un Dieu qui se rend présent dans la simplicité du pain rompu, d'un amour qui se fait nourriture au travers du fruit du travail des hommes. La transsubstantiation, c'est l'union du ciel et de la terre, le miracle discret d'un Dieu humble qui choisit de demeurer parmi les hommes sous les apparences les plus ordinaires. Et j'enchaîne les loulous sur la conclusion. Cette émission est préparée en amont comme d'habitude, toutefois, je ne fais pas de travail de redécoupage. Parents, votre rôle est d'inculquer à votre ou vos enfants des valeurs saines et naturelles. Laissez-les justement être naturellement curieux d'apprendre. Enrichissez leur monde, éveillez-les et veillez à et sur leur sommeil, leur alimentation, le temps d'écran, etc. Prenez enfin le temps de communiquer avec les enseignants qui font partie de sa vie également. Vous faites et devez faire partie de la coéducation de vos enfants. Notre rôle à tous, membres de la communauté éducative, est avant tout d'aider à la formation de ces mêmes valeurs saines et naturelles, et en premier lieu la curiosité. Plus tard, nos élèves, notre jeunesse, nos enfants feront leurs choix personnels en responsabilité. Pour reprendre à nouveau une citation de saint Thomas d'Aquin, « Aime et fais ce que tu veux ». Si nous leur avons donné cette base solide
pleines d'amour, pleines de connaissances, pleines de culture, pleines de notre culture, ils ne pourront que faire le bien. Ils auront à leur disposition la base solide inculquée par nos soins et leurs expériences guidées, ce qui est important, essentiel également. Ils disposeront d'un esprit critique affûté tel une lame de rasoir. Et à mon humble avis, avec ces valeurs, nous éviterons 99% des âneries potentielles futures à absolument tous les niveaux. C'est bien pour cela que j'ai choisi la grave voie de l'instituteur, pour les mener fermement sur les voies caillouteuses du monde nihiliste actuel, mais dans lequel leurs esprits comme leurs corps pourront germer par l'effort. À nous de protéger l'enfance dans son innocence. Donnons-leur du savoir, apprenons-leur à être et enfin à savoir devenir. Au revoir, baseball.